pas si un philosophe sert à quelque chose, mais la philosophie sert à quelque chose. La philosophie, elle sert à essayer de voir où va notre civilisation. Pas simplement notre pays, pas simplement notre ville, pas simplement la politique commune, mais le destin collectif de l'humanité. Et c'est presque le propre de l'homme que de pouvoir avoir cette réflexion-là, une réflexion vraiment, même pas d'hélicoptère, mais de satellite. C'est Mohamed Harkoun qui donne ça comme définition de la civilisation et de la philosophie. J'aime beaucoup cette définition, c'est un islamologue connu, philosophe. Et Mohamed Harkoun, il dit ça, c'est la philosophie, c'est la puissance d'autocritique d'une civilisation. La philosophie n'est pas occidentale. Mon ami et collègue Fatih Triki, philosophe tunisien, décrit dans ses livres que la philosophie est méditerranéenne. Il montre que la philosophie a toujours été dans le bassin méditerranéen, et quand l'Europe un peu a délaissé pendant le Moyen-Âge la philosophie, en tout cas une philosophie créatrice, elle a été reprise par le monde arabe. Je pense que la philosophie, elle naît avec l'État. Je pense que c'est pas forcément l'État constitué et centralisateur comme en Égypte pharaonique ou comme en Chine, mais je pense que c'est simplement la volonté de faire État. Dès qu'on veut se mettre d'accord pour qu'un destin collectif commun puisse se dégager de lignes divergentes, la philosophie est là. Fatih Triki me racontait d'ailleurs qu'il a été reçu au temps de Ben Ali, dans la Tunisie de Ben Ali. Ben Ali un jour convoque, parce que Ben Ali était effectivement un dictateur soft, un dictateur réel, mais c'était aussi un homme qui se voulait le successeur de Bourguiba. Donc il y avait un affichage de lumière, de moderniser la Tunisie, de construire des routes, d'éviter la famine, etc. Donc son héritage est complexe aussi. Et un jour, il convie un juriste, un philosophe, enfin des hommes de science, dont Fatih Triki, pour réfléchir à la constitution tunisienne et à qu'est-ce que doit être la justice, que doit être la liberté, où aller. Alors, est-ce que c'était juste un effet d'annonce? Peut-être, mais en tout cas, la discussion était passionnante. Et il était confronté à un islamiste qui disait que la justice, on s'en fiche, ce qui compte, c'est le Coran. Tout est dans le Coran, la solution, c'est le Coran. Et lui arrivait en philosophe à essayer de nuancer, à essayer de pousser l'autre dans ses contradictions. Et ça, c'est très beau parce que là, on a une philosophie appliquée. C'est plus la philosophie à l'université, c'est la philosophie qui parle à quelqu'un qui a le pouvoir et qui dit, voilà, qui essaie de tourner. Là, pour lui, il essayait de faire basculer le pouvoir du côté de la liberté, du droit d'expression, de la gauche. C'est un combat légitime, et c'est ça la quintessence de la philosophie. C'est quand le philosophe s'adresse aux politiques, non pas pour le conseiller, le philosophe n'est pas un communicant, mais pour essayer d'infléchir la politique vers plus d'humanisme. Là, la philosophie a sa raison d'être. Donc sans État, on ne peut pas avoir de philosophie véritablement. En Inde, il y a beaucoup de sages, des Indiens, des bouddhistes, des hindouistes. Mais pour moi, c'est pas ça la philosophie. C'est Diogène qui parle à Alexandre le Grand, la philosophie. C'est pas Diogène seul dans son tonneau. C'est Diogène qui parle à Alexandre le Grand et qui lui dit ôte-toi de mon soleil. Ma vérité n'est pas ta vérité terrestre. Et Alexandre le Grand, philosophe, qui a été à l'école d'Aristote, qui a eu Aristote comme maître, qui lui dit ok, je m'ôte de ton soleil, mais je vois ton orgueil à travers tes haillons. C'est-à-dire, même toi qui joues le clochard céleste à errer dans la ville comme un fou, je vois que tu as aussi une position d'orgueil, et toi aussi tu as quelque chose de l'ordre du conquérant qui n'en a pas terminé avec son ego. C'est une magnifique réponse d'Alexandre le Grand qu'on oublie souvent. Donc voilà, la philosophie, c'est prendre conscience qu'on a un destin commun et prendre conscience qu'on a en main les cartes pour pouvoir décider de ce destin commun par le dialogue, par le débat, etc. Il y a deux positions possibles sur le dialogue philosophie-politique aujourd'hui. La première position, c'est la position que tenait Michel Serres en 1980, ou 81. Je crois que c'était 81 parce que Mitterrand venait d'être élu. Et Michel Serres, dans un interview dans Le Monde, en 81, dit finalement, aujourd'hui, le politique a atteint une sorte de summum, c'est qu'il a la possibilité d'anéantir la Terre. Il a la bombe atomique. Et quelque part, le philosophe ne peut plus parler avec lui. On ne peut plus parler à un homme politique, aujourd'hui on pourrait dire, qui est pris dans des intrications internationales, avec l'Europe, avec la mondialisation, avec devoir aller en Chine pour vendre
du matériel français, être représentant de commerce, etc. Michel Serres, dans cette position, il dit finalement, la voie d'avenir, la voie d'espérance ne peut plus venir du politique. Et en 81, c'est la crise justement que l'on vit. On a vécu une sorte d'hymne à la politique en 68. Toute la génération qui a vécu la guerre d'Algérie, qui a été politisée au contact de la guerre d'Algérie, guerre du Vietnam, etc. On a cru que la politique allait changer la donne, allait apporter de l'espoir. Et puis en 81, on est un peu déçu de ça et commence un lent désenchantement de la politique comme possibilité de changer la vie. C'est aux philosophes d'apporter l'espoir maintenant. Finalement, c'est à nous. Nous n'avons pas la bombe atomique, nous devons nous désolidariser de la politique qui peut jouer avec la mort et qui peut jouer avec la destruction de l'humanité. Et donc c'est aux philosophes d'inventer. Parce que pour Michel Serres, c'est quand même ça qu'on lui doit, avec d'autres philosophes, c'est que la philosophie, c'est la création, c'est de l'invention, c'est pas du ressassement du passé, philosophie autophage qui se mange elle-même dans son histoire. Mais la position qui consiste à dire conseiller les politiques, moi je n'y crois pas. Moi j'aurais une autre voie possible, qui n'est pas la mienne, qui est la voie d'Habermas dans les années 80. Habermas dit on peut penser à la révolution, puisque Habermas est de gauche, il est même bien à gauche en 80. Et il dit on peut penser à la révolution, mais la révolution n'a de valeur que s'il y a une masse de citoyens conséquente dans la rue. Si on ne mobilise pas les gens politiquement, si vous voulez, on ne peut pas changer. Il n'y a pas de commune mesure entre des politiques qui marchent sur des rails et puis des citoyens peu motivés, démobilisés. Et donc il est pour et j'adore l'expression, un réformisme radical. Et dans un autre interview d'Habermas, on lui dit mais c'est quoi cette expression de réformisme radical? Et il explique que en attendant une révolution, c'est-à-dire en attendant une mobilisation citoyenne conséquente et continue, ce qui pour l'instant n'a pas lieu, il faut essayer d'avoir un réformisme, mais un réformisme radical, c'est-à-dire avec des valeurs extrêmement fortes, extrêmement approuvées, extrêmement débattues, et sur lesquelles on ne va pas lésiner, on ne va pas transiger. Et le on, c'est la question, le on, c'est une société civile qui s'organiserait aujourd'hui par Internet, qui s'organiserait par des débats avec de la suite dans les idées. Moi je suis pour ça, pour que la philosophie donne de la suite dans les idées. On peut avoir des idées, un créateur peut avoir plein d'idées. Le moindre designer a des idées aujourd'hui, le moindre publicitaire a des idées. Mais la philosophie, c'est la stratégie politique que l'on fait avec nos idées. Vers où on va, vers quel rapport de force nouveau on se dirige, quelle liberté nouvelle on peut faire émerger, et donc c'est d'avoir de la suite dans les idées. Et c'est ça la philosophie.